Tout pour investir. Les experts de l'IMO. Les experts de l'immobilier réunis le vendredi pour répondre à vos questions, prendre le pouls du secteur. D'abord, il y a évidemment Marie-Cœur de Roy. Bonjour, chère Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Et nous sommes enterrés, pas du tout. Pas encore. Entourés. Et pour vous qui nous suivez peut-être à la télé ou en écran, ils se sont coordonnés stylistiquement. Ils s'appellent le matin. Ils s'appellent le matin pour être habillés pareil. Il y a Brice Cardi, le président du réseau L'Adresse. Bonjour Brice. Bonjour Lorraine. Et bonjour Marie. puis l'ami Olivier Marin, rédacteur en chef propriété au Figaro, de Bleu Vêtu. Bonjour, c'est un beau duo, effectivement. On s'appelle le matin avant de venir. C'est la 3e fois que l'on fait ce duo. C'est pas mal. 3 fois qu'on est en bleu. Voilà, c'est aussi ça. C'est de la télé aussi, tout pour investir. Messieurs, Marie, on va évidemment parler de plein de choses. On va faire l'état des lieux du marché dans l'ancien. On va parler de crédit. Les banques font les soldes. Oui, c'est l'été. On va aussi toucher un petit mot des étudiants. Vous qui nous écoutez et qui galérez peut-être déjà à vous loger ou depuis un moment à vous loger pour la rentrée. Mais d'abord, un petit point politique, un topopole, comme vous diriez Marie. Moi j'ai topopole, c'est vachement bien. On va commencer effectivement, on va solder cette semaine à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période électorale? Comment s'est tenu le marché immobilier pendant cette période électorale? Je regarde d'abord Brice Cardi, parce que vous avez été l'un des premiers à commencer à sentir les effets de l'annonce déjà de la dissolution il y a un mois, quoi, en gros. Ouais, alors il y a plusieurs étapes en effet. Ouais. Il y a eu l'annonce de la dissolution qui a, semble-t-il, surpris tout le monde. Les marchés nous ont montré qu'ils n'avaient pas trop aimé l'annonce. Dès le lendemain, ça a un peu décroché. Et puis ensuite, il y a eu l'après-premier tour. Là, il y a eu l'effet, pas inverse, mais je pense que les marchés étaient plutôt rassurés. On a même eu des banques qui ont commencé à annoncer des prêts à je crois, des taux à moins de 3,20. Sur 20 ans, ouais. Donc ça c'est plutôt un signe extrêmement favorable. Et puis, et là on est dans l'attente. Donc je crois que de toute façon on a jusqu'à jeudi prochain, je crois, pour que les groupes s'expriment. Ouais, s'il n'y a pas de changement. Oui, de toute façon, bon, on verra. Oui, mais enfin, si ça bouge pas, oui. Oui, enfin, il y a 17 ministres, selon mes sources, qui ont été élus députés, et il me semble que les députés ne peuvent pas rester au gouvernement. Et dedans, il y a Gabriel Attal qui est quand même Premier ministre. Donc pour moi, la date butoir, c'est jeudi. Et jusqu'à maintenant, très franchement, la réaction, elle est très contrastée. Non mais si voilà, mais qu'on rentre dans le détail, on va éviter de faire trop de politique là tout de suite, on va juste rentrer dans... Déjà, on a parlé beaucoup de logements pendant la campagne. Non, ça c'est pas vrai. On en a parlé un petit peu. Non, Olivier, alors là je peux pas vous laisser dire ça. On a quand même parlé de logements, que ce soit dans le programme justement du nouveau Front populaire, qui a quand même fait une liste en fait de choses en matière de logement. Je suis désolé. Ah mais oui, qu'il y ait des choses dans le programme, c'est une chose, mais qu'on en ait parlé. L'accès au logement, relancer la construction de HLM, la suppression de la loi anti-squat. Pour les investisseurs aussi, le fait qu'il y ait, ça nous intéresse aussi, tout pour investir, le fait de savoir qu'il y a la proposition aussi d'étendre, d'obliger l'encadrement des loyers dans les zones tendues. C'est pas anodin, enfin, ça fait partie d'un programme politique. Je dis juste Olivier qu'on va être honnête, on peut pas dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'on a beaucoup parlé logement pendant la campagne. Que ça fasse partie intégrante de certains programmes et en particulier du programme de la gauche. Ok, mais honnêtement, si nous, on n'avait pas été là pour faire le service après-vente, c'est pas les politiques eux-mêmes qui ont mis ce sujet au cœur de leur discours sur tous les plateaux télé. Bruno Le Maire faire son mea culpa, dire on a fait une erreur, le logement. On a oublié. Il a répété ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ils ont dit quoi derrière? Gabriel Attal qui a fait des propositions pour les primo-accédants de supprimer les droits de mutation à titre onéreux. Non mais... Après, on peut dire que c'est des promesses. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, Olivier. C'est ce que je dis que ça n'a pas été un argument. Il y a eu un petit peu plus de logements, en tout cas, c'est venu, et le fait qu'il y ait eu ce mea culpa. Alors après, on peut être en désaccord, dire quel temps perdu, tout ça pour ça. Enfin, pardon, mais quelqu'un qui fait, ils ont fait un mea culpa sur le logement, Emmanuel Macron sur le logement étudiant. Je vois pas en quoi supprimer les frais de notaire pour les primo-accédants jusqu'à 250 000 € va permettre aux étudiants de mieux se loger. Hein. Ça c'est sûr. Bon, ça c'est sûr, mais au moins, Fabrice, au moins, il y a. Moi, voilà. Alors déjà, si je peux, on parlait de réaction du marché, je disais extrêmement opposée depuis le premier tour. On a véritablement la moitié de nos clients qui avaient peut-être pas assez amorcé leur projet, qui étaient peut-être pas assez... On parle des acheteurs. Là, je parle des acheteurs qui ont complètement mis à l'arrêt, notamment les investisseurs. Ce qui est très embêtant dans la situation dans laquelle on est, où on a vraiment, dommage, une situation un peu d'arrêt, de réflexion, ce sont les investisseurs. Parce qu'en effet, je rejoins Olivier, ce qui a été annoncé, c'est quand même l'effet grand écart.
vraiment le grand écart, parce que là on parle de Ensemble, on parle de LFI, enfin de nouveau Front populaire, le RN, lui simplement, lui c'est simple, il annule tout, il abroge tout, le DPE, etc. Et de l'autre côté, et ça c'est très surprenant, on a vraiment la notion du un tien vaut mieux que deux tu l'auras, où on a ceux qui avaient entamé, amorcé leur projet, qui se sont mis en mode accélération. Ouais. Ouais. Avec, alors, moi tout ce que j'espère, c'est que si finalement on s'aperçoit que avec une majorité relative, avec un équilibre, ils ont finalement pas fait grand-chose. Pas fait grand-chose depuis 7 ans. Alors 2 ans pour ce gouvernement, mais 7 ans depuis qu'Emmanuel Macron a le plaisir d'être notre président. Vous voulez dire que ça pourrait pas être Ça peut pas être pire. Moi, je pense que là, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de devoir un peu républicain qui est en train de s'installer. On sent que le téléphone est en train de brûler entre les politiques. Et j'ai le sentiment que peut-être que pour la première fois, dans le bon sens et dans le sens commun, ils vont peut-être arriver au moins à discuter. Et je pense qu'ils pourront faire que plus que ce qu'ils ont pas fait ces dernières années. Et puis la grande leçon, c'est que le logement doit dépasser tous les clivages politiques. On l'a vu, pour le coup, Emmanuel Macron a fait l'unanimité contre lui, que les gens viennent de gauche ou de droite. Moi, je pense à certains sénateurs, notamment la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, qui a tiré à boulet rouge sur la politique en termes de logement. Au sein même de la Macronie, on avait des députés qui ont essayé de changer les choses. Je pense à Lionel Causse, le député des Landes. Il y a eu aussi le député Horizon, François Jolivet. Enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de voix au sein de la majorité, au sein des oppositions, qui se sont élevées pour dire qu'on allait droit dans le mur aujourd'hui. Donc là, je vous rejoins, Olivier. Maintenant, vous égréniez les mesures. Quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres. Et notamment du nouveau Front populaire, parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, c'est eux qui ont amalgamé un maximum de députés, cette union-là en tout cas. Moi, j'ai une question, parce que souvent on revient, là, moi j'entends de ci, de là, des discours un peu populistes sur la suppression de la loi anti-squat. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question à tous les deux, parce qu'on va essayer d'être clair et d'essayer de faire preuve d'un tout petit peu de nuance. Quand on entend certains qui nous disent « Waouh, c'est la porte ouverte aux squatteurs », est-ce que, véritablement, cette loi anti-squat portée par feu le ministre du Logement Guillaume Kasbarian, est-ce que véritablement elle a changé la donne sur le squat? Est-ce que sa suppression peut remettre en cause ou légaliser un squat? Soyons très honnêtes sur ce plateau, s'il vous plaît. C'est de l'assouplir, mais ça fait partie en tout cas des propositions. C'était le Conseil constitutionnel, les 72 heures, et là la question c'est de l'assouplir, simplement de revenir. Il n'est pas question de légaliser tout ça, mais ça fait partie du titre. Après, il y a des choses, Marie, sur le prêt à taux zéro, le fait de vouloir l'ouvrir au neuf et à l'ancien, c'est une très bonne mesure. Enfin, je pense. Et là, l'Alliance pour le logement et d'autres, combien de fois on a entendu le prêt à taux zéro, il faudrait absolument l'ouvrir justement pour les primo-accédants dans le neuf et dans l'ancien. Je ne sais pas si vous avez perçu la petite reculade, je fais une petite parenthèse, la petite reculade, parce qu'en fait, ils ont évidemment bien réduit les territoires éligibles au prêt à taux zéro depuis le 1er janvier, face au mur. Et comme c'est difficile politiquement de reconnaître qu'on a fait une erreur, progressivement, on a des arrêtés ou des décrets, je ne sais plus, qui passent pour faire basculer un certain nombre de communes en zone tendue pour qu'elles deviennent éligibles au prêt à taux zéro. Ça a été le cas cette semaine. Les bailleurs sociaux l'ont mis en avant d'ailleurs, en disant tiens, on a 800 communes supplémentaires qui ont basculé. Mais ça ne concerne que le collectif dans le neuf. Ça ne concerne toujours, on rappelle que la maison neuve est toujours exclue. Absolument. Restons un petit peu organisé, si vous voulez bien, dans cette discussion. On va continuer en fil rouge à évidemment essayer de prendre le pouls de l'activité immobilière. Je voudrais revenir, Bruce, on va revenir sur l'état des lieux du marché dans l'ancien. Tout à l'heure, vous faisiez une distinction entre les investisseurs, les acheteurs investisseurs et les acheteurs, contraints. Propriétaires occupants, primo-accédants ou second-accédants. Est-ce que vous avez un chiffre qui vous semble éloquent pour mettre une réalité numérique, si vous voulez, sur ça. Voilà. Généralement, ce qu'on dit, c'est un peu la règle des tiers, même si c'est pas tout à fait ça, mais c'est facile à retenir, c'est mémotechnique. C'est en gros un tiers d'investisseurs, un tiers de secondo-accédants, ceux qui sont déjà propriétaires, qui vendent pour acheter, et enfin un tiers, voire plutôt 40% de primo. Et ce qui fait ou pas qu'un marché est dynamique, ultra dynamique, c'est la présence des primos. En fait, le vrai enjeu sur un marché immobilier, c'est l'ouverture au pas des vannes pour les primo-accédants. En rappelant que généralement les primo-accédants, comme le nom l'indique, généralement je crois que c'est plus de 90% qui passent par la case crédit, et on en revient sur les conditions d'octroi qui, en revanche, bonne nouvelle, parce qu'il faut quand même se féliciter de certaines bonnes nouvelles, sont de retour sur le marché. Encore aujourd'hui, comme je vous le disais, la seule chose à espérer, c'est qu'il n'y ait pas un effet de un tien pour deux, tout de suite. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Et on espère juste les retrouver en septembre. Ça va dépendre de la réaction des banques. Si les taux se maintiennent ou s'ils continuent à baisser, je suis plutôt optimiste sur le marché, parce qu'il y a un point aussi qui est extrêmement favorable, c'est que les vendeurs, grâce notamment à des médias comme les vôtres, ça y est,
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont parfois moins nombreux, mais quand ceux qui sont réellement vendeurs, ils sont extrêmement à l'écoute. Ils ont bien compris. Ils accordent des baisses de prix. Mais justement, alors on en est où les prix? Là, je me retourne vers Olivier. Prix, volume, on en est où à ce stade de l'année? Déjà, et Marie, vous l'avez vu, on a reçu beaucoup de communiqués dans la semaine, en fait, de baromètres de différents réseaux qui font le bilan, justement. Alors, tous on n'est pas bien avancé sur la météo qui fait avec tous ces baromètres. Alors, météo, on parle d'éclaircies. On parle de légères lueurs, d'éclaircies. On ne parle pas vraiment de reprise, on parle d'éclaircies. Une petite lumière qui s'allume, donc baisse des prix, léger recul des taux d'intérêt, meilleures conditions d'octroi des prêts, tout ça. Voilà. Ça permet d'avoir un meilleur volume de transactions. On devrait tourner, selon les notaires et la FNAIM cette année, autour de 800 000 transactions. Alors on peut se dire 800 000... On est loin du 1,1 million, mais c'est quand même pas mal. On a eu des années à 600 000, on a eu des années, il y a peu de temps, à 1 200 000. Disons, voilà, il y a un retour, on va dire, à la raison. C'est pas l'effondrement, c'est pas la catastrophe. Éclairci, le mot est évoqué par le réseau Orpi, qui parle d'une meilleure dynamique, davantage de visites, de ventes, de retour des acheteurs en agence. Et d'ailleurs, il publie aussi une enquête où il souligne que les Français qui ont un projet immobilier de résidence principale veulent aller jusqu'au bout de la démarche et ne pas attendre ou être influencés par le contexte politique. Et Orpi souligne que la baisse de prix, elle est à moins 7% en moyenne au niveau national. C'est pas mal, quand même. Des fortes disparités, mais les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, toutes ces villes, en fait, les prix reculent. Même constat pour La Forêt, qui parle de frémissement, donc on en revient, frémissement, l'éclaircie. Plus de projets immobiliers. Au niveau des prix, moins 4% au niveau national, près de 7% de recul sur le prix des maisons. Et puis, il y a des secteurs, effectivement, où ça baisse beaucoup plus. Dans des périodes comme ça difficiles, les biens mal situés, loin des transports, qui nécessitent beaucoup de travaux. Là, c'est pas du moins 7, c'est du moins 15, parfois moins 20%. Délai de vente, on est autour de 3 mois en moyenne. On est sous la barre des 100 jours. Et des marges de négociation qui progressent autour de 5%. Voilà, on a le réseau Guy Hockey qui parle de l'entreprise des transactions et de Foncia qui parle de signaux positifs. Tout ça dans un contexte où la Banque de France nous dit que la production de crédit, elle repart. On est à 3,75% sur les taux d'intérêt en moyenne. On était à près de 4% l'année dernière. Donc voilà, il y a ces signaux. Vous financez, les courtiers, meilleurs taux indiquent que le crédit immobilier est redevenu un produit d'appel. On revient, il y a de la concurrence, d'où voilà aussi des choses qui sont intéressantes. Et pour l'instant, à l'horizon, on n'a pas de hausse de taux à venir, mais ça va dépendre aussi du contexte. Brice, au sein du réseau L'Adresse, vous voyez à peu près ces mêmes ordres de grandeur en termes de prix et de volume de vente? Nous, on est à moins 20, moins 25 en fonction de là où on se trouve. Sur les volumes de vente. Au niveau des prix, on est à moins 8. Au niveau des prix de vente, aujourd'hui, très clairement, on est à moins 8, mais il y a parfois des endroits où il y a des vrais décrochages, à plus de 10, plus 15. Ouais. On a même constaté, parce qu'on est sur 12 mois glissants, on est sur une année comparable, mais si on va plus loin, on a des maisons qui étaient le produit rare post-confinement, qui est devenu finalement, qui a le plus décroché, avec toujours ce problème de financement. J'insiste sur ce point. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que les voyants sont dans le vert au niveau des banques. Il y a encore un problème qui bloque, j'espère qu'il va se débloquer rapidement, c'est l'apport. Je téléphonais justement avant l'émission pour m'assurer que je dis pas de bêtises par rapport à mon sociétaire qui est à Carcassonne. Il me confirmait qu'à Carcassonne, le prix d'un 2 pièces, c'est moins de 50 000 €. Donc il y a quelque chose qu'il faut anticiper sur la fin d'année, là, qui va arriver à grands pas, c'est les DPE en classe G. Avec quoi? Avec l'incidence d'un prix au mètre carré au niveau des travaux, au niveau des matériaux qui finalement n'est pas si différent que vous soyez à Carcassonne, ou à Paris, à Angers ou à Paris. On le chiffre, ce prix des travaux, par exemple, pour faire basculer. On sait au mètre carré, c'est entre 1 000 et 3 000 €. Ça dépend si on est par rapport à l'énergie. On va être minimum, on va être à 600 et à Paris, vous allez être à 1 000 €. Moi, je croyais, oui, effectivement, la moyenne que nous disent les gens, après, on est plutôt autour de 800, 900 € du mètre carré pour faire basculer un bien. Et clairement, si je prends l'exemple de Carcassonne, vous vous retrouvez finalement avec des travaux énergétiques peut-être à la moitié du prix du logement. Donc il peut y avoir une situation... En termes d'équation budgétaire. Bien sûr, je passe ce message à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes propriétaire d'un logement, vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir le rénover, n'attendez pas, anticipez, parce que il peut y avoir une dégradation des prix, notamment là où l'immobilier est peu cher, à cause des travaux réalisés. Et juste pour boucler la boucle avant la pause et pour terminer sur l'accession à la propriété, donc sur les crédits IMO, Lorraine l'a bien teasé, on a une nouvelle salve d'offres, c'est-à-dire qu'on avait ces fameux prêts bonifiés qui sont toujours là, et puis on a
a des espèces de soldes d'été en ce moment. Je pense notamment à LCL parce que ça se termine demain. Sachez-le, ils ont carrément, ils organisent carrément les ventes privées des prêts immobiliers jusqu'à demain inclus. Donc je vous le conseille. On est à 3,29 de mémoire. 3,29, ils vous proposent. 3,29 sur les crédits au-delà de 20 ans, 3,19 entre 15 et 20 ans. Et puis tous les autres, Société Générale, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, vous avez des rabais de 0,10, 0,20 en fonction de si vous êtes jeune, si vous achetez un logement performant, si vous êtes juste un être humain. Et donc, globalement, ça vaut le coup d'aller voir, quoi. Et ça, c'est la très très bonne nouvelle. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Et attention, ça permet de faire redescendre le coût global du crédit à des niveaux dignes de ceux de 2019, 2020, 2021. Parfois, quand vous cumulez les prêts bonifiés, les soldes d'été, voilà, on a des banques qui sont très offensives en ce moment. Et là, je vais reprendre pour boucler la boucle. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, parce que certes, je n'ai pas de boule de cristal, personne. Donc, on sait qu'en ce moment, les astres sont alignés sur la négociation des prix avec les vendeurs et sur la négociation avec le banquier qui en chasse de nouveaux clients. Voilà, très bien résumé. Brice, le mot de la fin avant qu'on parte. Non, juste un petit mot sur le marché locatif. Oui. Mais on va en parler. Oh là là, justement, on a une pause et on y va. Vous êtes parents d'étudiants, vous êtes vous-même étudiant, vous cherchez à vous loger pour la rentrée de septembre. Vous galérez, on va parler de votre situation et on espère pouvoir vous apporter quelques solutions, quelques frémissements de solutions juste après la pub. Restez branchés. Tout pour investir sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM Business. Les entreprises de taille intermédiaire sont essentielles pour l'écosystème. Elles contribuent au dynamisme de l'économie française et à l'essor des territoires. Les ETI créent de l'emploi, innovent, investissent et exportent. Comment renforcer leur attractivité et favoriser leur développement? Paris ETI, présenté par Patrice Béguet, mercredi à 22h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous Paris ETI avec La Massif, l'assurance qui accompagne les pros. Faites avancer la recherche. Léguez sans droit de succession à l'Institut Pasteur. Maladies infectieuses, cancer, Alzheimer. À tout moment, la vie peut basculer. Ensemble, faisons gagner la vie. Demandez la brochure Leg au 0805 215 216 ou sur leg.pasteur.fr. Les traders sont un peu comme des chefs d'orchestre. Ils dirigent un ensemble d'instruments, supervisent chaque mouvement. L'excellence exige les meilleurs outils. eToro Trading. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. L'équipe du vendredi est réunie pour décrypter les sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur immobilier, wannabe investisseur immobilier ou juste intéressé par l'économie de notre pays. Nous sommes en équipe. Marie-Cœur de Roy est bien sûr là. Brice Cardi du réseau L'Adresse est là également et Olivier Marin du Figaro, tout à fait présent. Nous étions en train de commencer d'évoquer le marché locatif tendu et ça concerne en particulier qui? Vous, étudiants, vous, parents d'étudiants qui cherchez une demeure pour le mois de septembre, a priori. Voilà. On est à un mois et demi, effectivement, on est à un mois et demi du rush de la rentrée. Brice, vous étiez très impatient à l'idée d'aborder ce sujet. On en est où? Non, pas très impatient, mais parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à comparer les volumes, les délais, les prix du marché de transaction et de la transaction et pas. Et on sait que la crise elle est extrêmement vive. On se souvient de la rentrée dernière avec des agents, carrément des agences physiques. Il y avait des panneaux à l'entrée avec écrit ne rentrez pas, on n'a rien à la location. On va être comment là pour la rentrée de septembre? Eh bien, j'ai bien peur qu'on soit pas mieux, voire même moins bien que l'an dernier. On avait démarré la rentrée ensemble où justement j'avais pris l'exemple de Angers, qui est une ville qui plaît même ultra dynamique aujourd'hui. Exactement, bien avant le confinement. Et on avait pris comme exemple qu'à Angers, parce qu'on est très bien implanté là-bas et qu'on a un gros portefeuille de gestion, il n'y avait pas un seul 3 pièces allouées pour la rentrée. Et là, j'ai eu justement la gestionnaire pour lui demander si on avait des chiffres à pouvoir communiquer. Et ben, les chiffres, c'est que
à date, on est à moins 20% si on compare la période de préavis, donc qui vont être finalement les logements qu'on va proposer aux Français pour la rentrée de septembre. On est à moins 20% quand on est en hypercentre et on est entre moins 10 et moins 15 dès le moment où on s'éloigne un peu de l'hypercentre. Mais clairement, l'attrait d'aller au vert, etc., il n'y a pas que ceux qui l'ont prononcé en achetant. Il y a aussi ceux qui y sont allés mais qui n'avaient pas la possibilité ou l'envie de devenir propriétaires et qui l'ont fait en étant locataire. Et il y a surtout, il faut le savoir, on ne mesure pas, beaucoup d'investisseurs. Beaucoup d'investisseurs parisiens et autres qui ont eu ras-le-bol de l'encadrement des loyers. Je ne sais pas si on aura le temps de dire un petit mot là-dessus, mais l'encadrement des loyers. Et qui se sont dit, on marche sur la tête. Je vais payer un logement à Orléans, à Évreux, bref, dans toutes ces communes. Je vais le payer à un prix défiant toute concurrence. Je peux presque en avoir 3 pour le prix d'un à Paris. Et je vais limite pouvoir le louer aussi cher qu'un logement à Paris. J'exagère un peu, mais on y est. Faut être quand même complètement idiot, parce que dans ces villes-là, pour le coup, les prix étant peu chers, ou moins chers en tout cas que dans les villes ultra tendues, à ce tarif-là, les gens vont devenir propriétaires plutôt que locataires. Donc il faut aussi mettre des bornes au loyer. Non, je ne suis pas tout à fait de votre avis, Marie. Pourtant, on est souvent toujours en accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ça dépend de l'actualité de ces villes. Ces villes se sont beaucoup réinventées, notamment. Mais ils ne trouveront pas de locataires, Brice, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'à un moment. Une ville, par exemple, comme Orléans. Orléans, vous avez des écoles, des grandes écoles de commerce qui sont installées, vous avez des hôpitaux qui sont installés, vous avez une fac qui s'est installée, où en gros, j'ai pas le chiffre, je vais pas vous le donner, mais il y a beaucoup de demandes de logements et qui fait qu'Orléans, l'Orléans, oui, quand mais vous avez Brice, un logement, il se loue tout de suite. Je suis désolée, mais Brice, à un moment donné, on nous a beaucoup dit que cette crise du logement, que ce soit sur le marché à l'achat ou le marché locatif, provoquait aussi des problématiques de mobilité professionnelle, mais même étudiante. Il y a des gens qui refusent de venir à Paris ou dans certaines facs parce qu'ils ne peuvent pas se loger et qui vont se réorienter. Donc vous croyez sincèrement qu'à Orléans, je peux pratiquer le loyer que je veux et que je vais forcément trouver un locataire pour la super fac d'Orléans ? Eh ben, je pense que vous allez le trouver aussi facilement, plus facilement qu'à Paris, avec des loyers où parfois vous allez vous dire, mais c'est fou, le ratio entre le prix auquel je l'ai acheté, le prix auquel je le loue et le prix auquel j'aurais acheté un bien à Paris et le prix auquel je l'aurais loué, je peux vous dire que non, c'est surprenant. Attendez, on constate quand même, c'est pas anecdotique. Je vous dis, on a de plus en plus d'investisseurs, ce sont des agences qui nous le disent. Non, mais vous pouvez pas dire à ceux qui nous écoutent et qui veulent investir à Orléans qu'ils peuvent pratiquer des loyers dignes de ceux de Paris. Enfin, c'est pas possible. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que par rapport à cet attrait, par rapport à en effet tous ces flux migratoires qu'on n'avait jamais connus avant, notamment par rapport à l'emploi qui s'est délocalisé, par rapport au fait qu'on s'est vachement attardé sur le marché de la transaction, je dis juste qu'on a eu exactement la même réaction. Là, la preuve, le décrochage par rapport au volume, au mouvement et aux mutations sur la LOC, c'est surprenant. Et je vous donne encore un dernier chiffre, dans les villes justement où l'immobilier est cher, et dans les villes où justement les primos n'ont pas pu du tout finalement libérer le locatif. Tiens, Toulouse, j'ai un cabinet à Toulouse, Toulouse c'est 40% de moins. 40% de moins d'offres locatives. Non, de l'offre de location réalisée et d'offres pour la rentrée. 40%. Sachant que l'an dernier, on était déjà dans une période qu'on avait soulevé ici, qui était déjà extrêmement tendue. Vraiment, Olivier, on peut mettre tout sur le coup de l'encadrement des loyers là ? Non, c'est pas ça. Ce qui est important d'avoir en tête, au-delà du prix, c'est déjà est-ce qu'on peut trouver une location classique dans le privé. J'ai encore regardé. Moi j'adore les datas, il faut qu'ils nous donnent les datas. J'ai regardé ce matin encore sur notamment Figaro Immobilier, mais aussi d'autres. 14 200 biens à la vente à Paris actuellement. 14 200. Location à Paris actuellement, en bail classique, meublé, 4 200. C'est-à-dire pratiquement 4 fois moins. Je regarde Rennes, 1400 biens à la vente, location 170. Attendez, redites ça, Rennes ? Rennes, 1400 biens à la vente, location 170. C'est lunaire. Lille, c'est lunaire. 980 biens à la vente, location 164. Alors pareil, j'ai regardé sur Se Loger, on est dans les mêmes proportions. Paris, 20 000 annonces de biens à la vente, location 6 000. J'ai regardé sur le réseau L'Adresse ce matin. Bien à la vente à Paris sur le réseau L'Adresse, 10 900, location, une petite centaine. Voilà, ce qui vraiment, faut avoir ça en tête, on ne trouve pas. Mais Olivier, je rebondis face à cette crise extrêmement vive, à 1 mois et demi de la rentrée des classes. Comment vous justifiez l'ampleur de cette crise, cet assèchement de l'offre à ce niveau-là ? Mais parce qu'on a... Ah, pardon, Olivier. Non, mais parce que beaucoup de propriétaires bailleurs aussi ont arrêté. Oui. Beaucoup ont basculé sur les réseaux et sur Airbnb parce que c'était beaucoup plus intéressant fiscalement. Je rappelle quand même qu'on est dans un contexte avec les JO qui démarrent dans quelques jours. Oui. Peut-être que c'est aussi une des clés de la situation.
Ah, sauf qu'en fait, on ne peut pas bifurquer. C'est pas possible de bifurquer son bien qui était sur le marché locatif. C'est pas possible, mais en fait, quels sont les usages? Non, mais Lorraine a raison, c'est une brique supplémentaire. C'est une brique supplémentaire qui rajoute qu'on en trouve de moins en moins de locations classiques. Et c'est vrai, quand on est un étudiant, au-delà même du prix, ou de pouvoir être aidé par les parents, il faut déjà en trouver. Il faut déjà trouver une location. Et il y en a quasiment de moins en moins. La question qu'on peut peut-être vous poser et que je pose peut-être à vous qui nous écoutez et qui nous suivez, c'est quels sont concrètement les usages. En fait, si les étudiants ont du mal à se loger, reste que les facs vont pas être vidées parce qu'à la rentrée, les étudiants n'auront pas réussi à se loger. Alors c'est quoi le hack? Qu'est-ce que concrètement les gens font? Est-ce qu'ils vont chez leur père, dans leur famille? Est-ce qu'il y a de la colocation invisible? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, je réfléchis à voix haute, des auberges de jeunesse qui en fait accueillent des étudiants? Concrètement, où sont ces gens qui n'arrivent pas à se loger dans les usages? Ou est-ce qu'il y a un report ou un abandon de projet? C'est bien le problème. C'est là qu'on est vraiment dans une situation qui, tôt ou tard, va être, si elle ne s'arrange pas, chaotique. Donc il y a surtout de l'abandon de projet. Ouais, et des reports, mais c'est là où je rejoins ce que disait Brice, c'est-à-dire que ce qu'on a constaté sur la mobilité professionnelle, et le MEDEF a alerté là-dessus, sur des postes à pourvoir qui ne sont pas pourvus. Pourquoi? Parce qu'il y a une incapacité des gens à se loger pour prendre l'emploi. C'est exactement pareil sur les étudiants. On n'a pas de data précise sur le sujet, mais de plus en plus, on nous dit, en fait, tout simplement, j'irai pas faire mes études là où je ne peux pas me loger, donc je me débrouillerai autrement et je ferai autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que l'horizon de temps est très contre-intuitif, parce que les études, c'est un projet à moyen terme. On dit qu'on part s'installer là à Toulouse, ici à Lyon, là-bas à Lille. C'est un projet de 5 ans. Est-ce qu'on remet en question un projet de 5 ans où on choisit une fac pour sa majeure ou sa popularité, juste parce qu'à court terme, on n'arrive pas à trouver un appartement? C'est pas juste. Non, c'est pas juste. C'est évidemment, c'est pas juste parce qu'on peut être un petit peu dans des conditions immobilières précaires pendant 3-4 mois jusqu'à ce qu'on arrive à trouver son logement. J'essaye de décortiquer cette situation. Non, moi je pense tout simplement qu'il n'y a pas de mutation, les gens ne bougent pas. Et en gros, comme ils ne bougent pas, ils ne libèrent pas de logement, donc ils prennent sur eux et ils attendent. C'est complètement sclérosé. Voilà. Et très sincèrement, je reviens juste 2 secondes sur l'encadrement des loyers. Alors, j'ai plus les dates précises. Mais vous savez qu'il y a eu l'encadrement qui a été mis en place, qu'à un moment donné, il y a eu un vide juridique, l'encadrement a été cassé et qu'il est revenu. Et sachez-le, ça fait quand même bientôt 30 ans, ou déjà 30 ans que je fais ce métier. La location, ça a été un de mes premiers métiers au démarrage. Les loyers, c'est la seule fois où ils ont baissé. Donc je veux juste expliquer une fois de plus que bizarrement, les Français... La preuve, en transaction, ça marche très bien. Grâce à des meilleurs, parfois, il y a un petit peu un temps d'attente pour que les gens entendent et alignent les planètes. On voit bien qu'en transaction, on arrive à aligner les planètes depuis... Il faudra regarder le niveau d'inflation aussi à ce moment-là. Et puis la baisse des loyers, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Je vous le dis, c'est arrivé pile au moment où il n'y avait plus d'encadrement. Ça veut bien dire que... mais il n'y a pas eu d'encadrement pendant 3 mois. C'était une décision qui avait été retoquée. Non, beaucoup plus que ça, Marie. On vérifiera. Je ferai mon mec pas si je me plante. Mais soit dit en passant, sur l'encadrement des loyers, moi, j'ai toujours fait preuve de nuance, je pense, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, l'encadrement des loyers, si on le fait dans une ville et pas dans sa périphérie, c'est complètement idiot parce qu'il y a un effet de report. Je me souviens, et à chaque fois je recite cet exemple, pourquoi ça a créé ça, par exemple en Seine-Saint-Denis. L'un des rapporteurs de la loi Allure qui a introduit l'encadrement des loyers, Daniel Goldberg, à l'époque avait expliqué que lui, élu de Seine-Saint-Denis, avait vu une augmentation faramineuse des loyers à Saint-Denis. Pourquoi? Parce que justement, à l'époque, Manuel Valls avait détricoté cette loi Allure pour finalement qu'il ne s'applique qu'à Paris intramuros et pas ailleurs. Donc, en fait, le sujet, c'est ne pas créer des effets de bord, d'où la proposition, alors après on valide ou on valide pas, de dire, et c'était l'essence même de la loi Allure, d'étendre l'encadrement des loyers à toutes les zones urbaines et pas forcément se limiter à la ville pour pas créer justement des marchés de report avec des explosions de loyers dans certains endroits. Si ça peut limiter les abus, c'est une bonne chose. Et le principe même au départ, c'est de limiter les abus. En tout cas, ça a été fait. En l'occurrence, depuis l'encadrement des loyers, on est d'accord qu'à Paris, les loyers ont quand même continué à augmenter, donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Oui, parce qu'il y a le complément de loyer en plus. Et puis non, et puis parce qu'il y a toujours la prise en compte de l'indice de référence des loyers, l'IRL, qui suit l'inflation. Donc on n'a pas dit on bloque les loyers pour toujours. Ça n'a pas été le sujet de l'encadrement des loyers. Une expérimentation, d'ailleurs, ça a été annoncé comme ça, comme une expérimentation. Marie, après, il faut entendre une chose. Si on est expert et qu'on est capable de dire que limite dans le même immeuble à 2 étages différents, un appartement peut avoir une différence de valeur qui peut osciller entre 5 et 10%, si justement c'est là que notre métier, intelligence artificielle, tout ce que vous voulez, il y a vraiment des critères, des paramètres qui peuvent vraiment changer d'une rue à l'autre, d'un appartement à l'autre, etc. Si ça marche en transaction depuis qu'on est capable de l'expliquer, de l'analyser,
pourquoi ça n'existerait pas en location? Parce que le rapport de force est différent dans les zones tendues et vous pouvez pas nier ce que je suis en train de dire en fait, Brice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes vendeur et acheteur, en fonction de l'évolution du marché. Mais quand on est à Paris, enfin moi je suis parisienne, mais vous demandez à tous les habitants de grande ville Lyon, je suis locataire, je vais encore me faire traiter d'harpie. Mais quand vous êtes locataire, vous êtes déjà bien content qu'on vous fasse visiter le bien. C'est à un moment donné, on va accepter tout et n'importe quoi pour pouvoir se loger. Marie, ok, très bien. Je respecte votre opinion. Maintenant, les chiffres, soyons factuels. Les chiffres. Depuis le temps. La preuve, vous êtes la première à finalement donner votre exemple de Seine-Saint-Denis, qui était finalement exactement le même exemple que j'ai donné à Orléans. Bien sûr, mais d'où l'intérêt d'élargir. Dites-moi juste, depuis que c'est en place, dites-moi, est-ce que les chiffres, finalement, ils apportent la preuve que ça marche? C'est tout l'inverse. Il n'y a jamais eu si peu de biens. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont dirigés sur des marchés parallèles. L'assèchement de l'offre locative, elle n'a pas commencé au moment de l'encadrement des loyers. Ça, c'est faux, si vous pouvez regarder. C'est typiquement au moment, juste après la bifurcation du Covid. Vous aviez le Covid, les gens qui louaient en Airbnb & Co sont revenus sur le marché traditionnel parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de touristes et que c'était quand même nettement plus pérenne d'avoir un autre système. Et là, de fait, maintenant qu'on a une fiscalité qui devient de plus en plus attrayante pour la fiscalité Airbnb, les gens bifurquent sur du meublé. On a même Oui. Mais oui, mais ça n'a rien à voir avec l'encadrement des loyers aussi. Parce que fut un temps, c'est quand même passé au tram. C'est aussi un sujet de fiscalité. Et puis Airbnb, vous allez remettre une pièce. Je vais sortir de mes gonds. Airbnb, je vous rappelle, je crois qu'il y a une étude. Je crois même que vous en avez fait écho sur ce plateau, où en gros, c'est une plateforme, c'est digital, il y a moins de contraintes réglementaires, etc. Finalement, c'est un peu la fête à neuneux. Je veux pas être méchant, mais je crois qu'il y avait une étude qui disait qu'en gros, ils respectaient rien de rien. Donc une fois de plus, moi je dis juste. Mais on est donc d'accord, c'est un sujet fiscal et réglementaire. En dehors du plateau et de programmer ce débat spécifiquement dans un temps de plateau. On va finir sur un sujet un tout petit peu plus consensuel en quelques minutes, où on va tous être d'accord. Le projet de la rentrée, c'est la rénovation énergétique. Olivier Marin et votre voix apaisante. Ah, mais je pensais qu'on avait parlé du 9, mais pourquoi pas le projet de la rentrée? Il nous reste 2 minutes 30, j'étais obligée d'arbitrer. 2 minutes 30, rénovation énergétique, je ne sais pas si on aura encore ce calendrier pour l'interdiction de louer, notamment les biens qui sont classés G. Voilà, j'ai simplement en tête, il y a beaucoup de cafouillages, il y a beaucoup aussi d'articles de presse en ce moment qui relaient le fait qu'il y a de plus en plus d'arnaques dans le domaine, sur le DPE, diagnostic de performance énergétique, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a des gens formidables, on les connaît, avec Marie, avec Brice et tout ça, qui font vraiment le boulot. Mais j'ai le sentiment que ça va dépendre aussi de la composition politique, mais qu'on va reculer ce qui devait être le chantier du siècle sur la rénovation énergétique. Alors je suis complètement d'accord avec ça. Calendrier, en effet, s'il peut y avoir un décalage, c'est mieux, mais de toute manière, on ne sera pas prêt. Et clairement, je reviens sur notre président Macron, qui a quand même libéralisé beaucoup de choses, les taxis, les notaires, notre profession et autres. Sur ce coup-là, il faut lâcher les brides. Il faut qu'il y ait une démarche. Moi, il y a 2 points qui m'agacent. C'est MaPrimeRénov'. La bonne nouvelle, c'est qu'au 15 mai, il y a un décret qui a été publié. Finalement, ils sont revenus sur la mauvaise idée que vous avez eu au 1er janvier. Ça, pour le coup, ça pèse énormément sur les propriétaires bailleurs. Est-ce que vous avez vu les conditions d'octroi? Est-ce que vous avez vu? Non, mais à croire que c'est un jeu qu'ils nous ont inventé. Il y a des couleurs. On croyait un jeu de cette couleur ou je sais pas quoi. Il y a carrément un rébut. Et à l'arrivée, je suis désolé, mais ça reste très démago. Qui détient le patrimoine en France? C'est pas les plus modestes. Moi, sur ce coup-là, je dirais c'est une cause planétaire, l'environnement, et je ferais limite pour une cause planétaire, situation universelle. En gros, vous vous rendez compte, pareil, en 6 mois, un coup, je donne 4 milliards. Bruno Le Maire nous annonce qu'il manque 20. Il récupère les 4 milliards. Là, je lâcherai. J'ouvrirai les vannes. Je ferai un système très simple, c'est-à-dire je plafonnerai un prix au mètre carré, quitte à faire une distinction en effet là où les travaux sont un peu plus chers, on fera peut-être 2 ou 3 zones pour pas trop compliquer. Et derrière, en gros, vous touchez, vous faites vos travaux. Là, le problème qu'on a, c'est on pourrait presque penser que l'État a presque peur de réussir ce projet. Il faut savoir une chose, c'est que le président Macron, il aime pas l'immobilier parce qu'il pense à tort que l'immobilier porte bien son nom ou mal son nom et que c'est immobile. Il faut rappeler que rien que les mutations qu'on n'a pas eu en 2023, c'est 10 milliards de taxes sur lesquelles on s'est assis. Les droits de mutation, les droits de notaire. Non, pas que. Non, mais la TVA, les déplacements de population. Voilà, 10 milliards. Et je ne parle pas de tout ce qui se passe au niveau croissance. Je reviens juste sur les primo-accédants. 40% sur un marché très dynamique, un primo-accédant, généralement quand il va sur un projet de vie classique, accompagné ou seul, c'est là qu'il passe par la case j'achète les meubles, j'achète l'électroménager. On ne se rend pas compte de tout ce qui se passe en consommation dans une mutation. Donc je pense que le choix de vouloir fermer les vannes, de tout arrêter, est-ce que c'est pas plutôt ça, Brice? On a débattu longuement sur l'encadrement des loyers. Je crois que ma position est assez claire. Mais sur la rénovation énergétique, est-ce que finalement on n'a pas pris de court tout un tas de propriétaires bailleurs? Est-ce que c'est pas ça qui a aussi
renchérit cette crise de l'offre locative avec cette peur de ce calendrier. Mais c'est pas que la peur. C'est pas que la peur, c'est qu'en gros, les dispositifs, ça fonctionne pas. Mais c'est ce que j'allais dire. Et finalement, on pourrait pas essayer de se dire, on garde le calendrier, mais on aide plus et de manière plus lisible les propriétaires bailleurs de bonne foi, parce qu'ils sont nombreux, qui se retrouvent étranglés par la nécessité de faire ces travaux. C'est très simple ce qu'il faut faire. Il faut arrêter, je ne vais pas faire le coup parce qu'on n'a pas parlé des JO, je pensais qu'on parlerait des JO. Enfin, quand on voit qu'on a mis 1 milliard et quelques dans la Seine et qu'on ne sera pas prêt pour la Seine, je me dis, qu'est-ce que c'est que ces négociations, qu'est-ce que c'est que ce rabot? Mais parfois, on croit halluciner dans les annonces qu'on nous fait avec 6 mois d'écart. En gros, il faut faire tapis sur le logement, il faut donner envie aux bailleurs de rénover parce que justement ils vont pouvoir passer une partie qui sera financée et revaloriser leur patrimoine. D'une bonne idée, ça s'est transformé en fraude. Il faut savoir qu'aujourd'hui les bons artisans et compagnie, ils veulent pas te mettre dans cette impasse parce que c'est un cauchemar. Pareil, simplement bonjour, un diagnostic qui fait l'avant, l'après. La lettre elle est bonne, et ben hop, on débloque les fonds. Et puis s'il faut faire un crédit d'État validé par les banques nationales pour pouvoir avancer l'argent aux gens malheureusement qui n'ont pas de quoi démarrer les travaux, pareil. Vous voulez que je vous dise une chose? Je réfléchis à ça par rapport à ce qu'on traverse, qui est quand même inédit. Le fameux quoi qu'il en coûte, en fait, c'est maintenant qu'on en aurait besoin. C'est-à-dire qu'en fait, on a ouvert les vannes, ça on va pas s'en plaindre, mais finalement, on n'a rien contrôlé. On ne sait pas où est parti l'argent. Certains l'ont investi, certains pas, certains. Et finalement, c'est maintenant qu'on aurait besoin de relancer un petit. Et à relancer, je pense qu'on ne mesure pas à quel point le logement a une place incontournable. Et juste pour finir, tout à l'heure, ce que disait Marie, et là, je suis. En effet, il y a eu des effets d'annonce. De toute façon, vu le délai extrêmement serré qu'a donné le président Macron, ils n'avaient pas d'autre choix que de pondre 2-3 trucs comme ça à la volée. Là où je rejoins complètement Marie, Gérard Larcher qui s'est exprimé hier, qu'est-ce qu'il a dit Gérard Larcher? Il a dit de toute façon, si il y a ça ou ça, nous, de toute manière, on fera une motion de censure et on fera sauter le gouvernement. Et clairement, il a cité dans les 5 sujets régaliens, il a cité, dans l'ordre presque, insécurité, immigration, école publique, hôpital et inflation. Oui, peut-être en premier. Il n'a pas cité le logement. Ouais. Il faut savoir le logement quand même, vite fait, hein, c'est 50% minimum de votre budget. Minimum. Voire plus quand on est plus modeste. Olivier Marin, il faudra revenir sur ce qu'on vous entendez par de bonne foi. Parce qu'on comprend bien que le problème des aides, c'est aussi que les bonnes personnes les touchent. Oui, mais c'est toujours... Et donc c'est un sujet, voilà. Comment on pourrait vous avez beaucoup automatiser le port? Bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait aussi pour essayer de faire fluctuer. Alors à la grande peine de Brice, mais en fonction de vos revenus quand même et de votre patrimoine, vous étiez plus ou moins aidé par ma prime. Vous êtes plus ou moins aidé par ma prime rénov, mais il y a tout un tas de propriétaires bailleurs qui veulent faire la réno, qui ne peuvent pas, qui ne sont pas en capacité. Et la filière est pas prête. La donnée peut-être. Olivier, juste pour voir quand même Propriété le Figaro. Oui, c'est gentil, on sort les pieds dans l'eau. Allez, montez bien haut qu'on puisse voir cette magnifique une qui nous fait rêver. Dernier numéro de Propriété Le Figaro, la pierre, les pieds dans l'eau, et donc beaucoup de reportages en Normandie, la Méditerranée, l'Atlantique. On va aussi à l'international, on parle de la Corse pour donner des idées, pour rêver. Et on en a bien besoin en ce moment. Oh oui, merci Olivier. Propriété, le C'est beau de terminer sur de l'espoir comme ça. Oui, sur des maisons à 2, 4, 5, 6, 10 millions d'euros. L'investissement, c'est après le crack, ça doit pouvoir faire rêver. Merci à tous les trois pour cette discussion, j'espère éclairante pour vous qui nous écoutez ou qui nous réécouterez en podcast. Brice Cardi, président du réseau L'Adresse, Olivier Marin, notre confrère rédacteur en chef Propriété Le Figaro, et bien sûr Marie Cœur de Roi. Nous serons là, Marie, la semaine prochaine, toujours au rendez-vous.